Bonjour Claude Delarose. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Oasis de lumière, qui laisse penser que vous croyez fermement aux extraterrestres. Pouvez-vous vous présenter et nous donner les raisons de cette profonde conviction? Merci Andrea de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette importante question. J'ai fait partie durant 30 années, et même un peu plus, d'un collectif de chercheurs et nos travaux nous ont permis de comprendre comment il était possible d'aller à des vitesses supraluminiques. À l'origine, nous étions plutôt relativistes, c'est-à-dire que nous pensions que les théories de la relativité étaient tout à fait exactes et à ce titre, il nous était impossible de croire aux extraterrestres puisque la vitesse limite de la lumière les empêchait de venir jusqu'à nous. Vous prenez pour exemple la distance qui existe entre notre galaxie, la Voie lactée, et la galaxie la plus proche, c'est-à-dire Andromède, 2,5 millions d'années-lumière nous séparent, et donc aucun des habitants de cette galaxie, d'après les théories de la relativité, ne pouvait venir jusqu'à nous. Et même au sein de notre propre galaxie, la Voie lactée, il était impossible, selon cette théorie de la relativité, de l'habiter. Donc il était impossible, selon la relativité, de croire aux extraterrestres. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Claude? Avant de répondre à cette question, Andrea, il faut que je vous explique les bases de la relativité. Pour Einstein, l'espace est vide et il existe une vitesse limite qui est la vitesse de la lumière. Et vous savez que la masse augmente en fonction de la vitesse et qu'elle devient infinie à la vitesse de la lumière. Donc c'est une vitesse qu'on ne peut pas dépasser. Et pour établir ces deux postulats, Einstein s'est basé sur la fameuse expérience de Michelson et Morley. Pouvez-vous, en quelques mots, nous dire ce qu'est cette expérience? Bien sûr, Andrea, à la fin du 19e siècle, les physiciens essayaient de démontrer l'existence de l'éther en mesurant la vitesse de la lumière dans le sens de parcours de la Terre autour du Soleil, dans le sens inverse. Ils pensaient que si l'éther existait, il devait exister un vent d'éther et que ce vent d'éther devait ralentir la vitesse de la lumière au même titre qu'un nageur va moins vite quand il remonte le courant d'une rivière que lorsqu'il va dans le sens du courant. Ces expériences prouvèrent que la vitesse de la lumière était strictement identique et ils en conclurent que l'espace était vide. C'est sur cette expérience de Michelson et Morley qu'Einstein a construit ces deux postulats, espace vide et vitesse limite qui est la vitesse de la lumière. Je reviens à ma question précédente. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Eh bien, à l'origine, nous essayions de comprendre la gravitation, car les théories actuelles, que ce soit les théories de la relativité avec la courbure de l'espace-temps qui expliquerait la gravité, ou bien la théorie des quanta qui explique l'existence de gravitons, ne nous satisfaisaient pas. Et nous avons découvert que la gravité pouvait s'expliquer par l'existence de microparticules que nous avons appelées microélectrons. Et c'est à partir de cette hypothèse que nous avons recherché les lois en physique fondamentale ou les expériences qui pouvaient donner crédit à notre hypothèse, et nous en avons trouvé 7 qui tentent à prouver que en réalité, l'espace n'est pas un vacuum. Claude, pouvez-vous nous parler de ces preuves qui, selon vous, prouvent que l'espace n'est pas vide? Bien sûr, Andrea, mais je ne vous parlerai pas de toutes
toutes les lois ou expériences que nous avons explorées, car ce serait trop long, je vous dirais tout d'abord que les physiciens, à la fin du XXe siècle, pour interpréter la fameuse expérience de Michelson et Morley, auraient dû émettre deux hypothèses. Ils auraient dû émettre l'hypothèse soit l'éther n'existe pas, soit l'éther existe et tourne à la même vitesse que la Terre. Il existe en astronomie une loi parfaitement connue qui est la vitesse de rotation des planètes autour du Soleil. Et nous savons que cette vitesse est inversement proportionnelle au carré de la distance des planètes au Soleil. Comment une telle loi pourrait-elle s'expliquer dans un espace vide? Et si par contre le Soleil, qui nous savons tourne autour de lui-même en 28 jours, entraîne l'éther et que cet éther entraîne les planètes, à partir de ce moment-là, l'éther va à la même vitesse. Ceci est une première preuve de l'existence de ce milieu. Il y a bien sûr d'autres preuves comme celle de la double fente. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail. Il y a l'expérience EPR qui avait été imaginée par les physiciens Einstein, Podolsky et Rosen pour expliquer certains paradoxes quantiques et qui a été réalisée par Alain Aspect en 1980 et qui prouve que quand on agit sur le spin d'une particule, sa jumelle a des modifications de son spin. S'il n'y avait pas un milieu pour transmettre l'information, comment cela se pourrait-il? D'ailleurs, c'est devenu ce que l'on appelle en physique un paradoxe quantique. Nous avons d'autres expériences, mais vous pourrez écouter l'intégralité de la conférence sur mon site si vous le souhaitez, et je vous donnerai les coordonnées un peu plus tard. Mais comment expliquez-vous que nos frères et sœurs de l'espace peuvent venir jusqu'à nous en parcourant d'inimaginables distances en un temps très court? Eh bien, Andrea, vous allez comprendre la technologie qu'ils utilisent. Mais auparavant, il faut que je vous explique que le milieu cosmique est un milieu qui est compressible. Et donc, un engin qui se déplace dans l'espace comprime le milieu devant lui. Il existe un mur que l'on appelle le mur de la lumière, au même titre qu'il existe le mur du son. Pour dépasser la vitesse de la lumière, il est nécessaire de faire un vide quantique, c'est-à-dire un vide de particules devant l'engin, et à partir de ce moment-là, il est possible de dépasser la vitesse de la lumière. Oui, mais comment faire ce vide quantique dont vous parlez devant l'engin? Vous allez comprendre, Andrea, la technologie est relativement simple à comprendre. Il suffit de projeter devant l'engin des positons qui sont des particules positives. Ces particules attirent les microélectrons de l'espace, puisqu'une charge positive attire une charge négative, en créant des particules neutres. Et ces particules neutres s'éjectent latéralement à l'engin et créent un vide devant l'engin. Et c'est ce vide qui permet d'aller à des vitesses supraluminiques. La technique est assez comparable à ce que nous connaissons technique que l'on appelle la MHD, la magnéto-hydrodynamique, qui a été inventée par Jean-Pierre Petit et qui permet à des torpilles d'aller à des vitesses de presque 2000 km dans l'eau et à des avions de voler à des vitesses de 20 000 km/h. C'est le fameux projet américain Aurora. D'accord, Claude. Vous démontrez qu'il existe une technologie susceptible d'être utilisée par des frères et sœurs de l'espace pour venir jusqu'à nous. Mais cela ne démontre pas leur existence. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, Andrea, en tant que scientifique, je ne peux pas affirmer à 100%
que nos frères et sœurs de l'espace sont venus jusqu'à nous et qu'ils sont quelque part sur notre planète. Par contre, vous savez qu'il y a une foule d'informations et même de témoignages d'hommes politiques. Il me rappelle ce que nous a révélé l'ancien ministre canadien de la guerre, qui avoue les avoir vus, en collaboration d'ailleurs avec les Américains. Mais je ne peux pas affirmer, bien sûr, à 100% leur existence. Mais pourquoi, selon vous, s'ils existent, ne nous apportent-ils pas la preuve de leur présence sur Terre? Pour répondre à cette question, Andrea, il faut savoir ce que vit l'humanité comme expérience depuis un certain nombre de millénaires. Cette expérience est unique au sein de l'univers. Elle est basée sur 3 critères. Le premier critère, c'est l'oubli des expériences passées. Quand nous naissons sur ce plan, nous n'avons aucun souvenir de ce que nous avions vécu antérieurement. Le deuxième critère est celui du libre arbitre. Chaque être sur ce plan a la possibilité de faire ce qu'il veut, même de dominer les autres, et même de se laisser dominer et de répondre aux leurs qui leur sont proposés. Le troisième critère, et cela concerne nos frères et sœurs de l'espace, ceux-ci n'ont pas l'autorisation de nous contacter tant que cette expérience ne sera pas terminée. Mais aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'informations qui tentent à prouver que l'expérience se terminera bientôt et que enfin ceux-ci pourront nous contacter et que nous aurons peut-être la joie de construire avec eux une autre civilisation plus fraternelle et plus solidaire. Le livre que vous avez écrit, Oasis de lumière, s'appuie sur quelles informations par conséquent? Eh bien, Andrea, il se trouve que certains extraterrestres originaires des Pléiades ont transmis par channeling un certain nombre d'informations qui sont consignées dans une douzaine d'ouvrages. Ces ouvrages nous transmettent des informations que notre civilisation ne connaît pas encore, et ils ont fait des prédictions sur notre futur qui rejoignent d'ailleurs les prédictions dont je vous parlais d'Isaac Newton. C'est à partir de ces 12 ouvrages que, avec des amis, nous avons construit cet ouvrage Oasis de lumière qui décrit le futur de ceux et celles qui seront parvenus à atteindre une dimension supérieure. Ce roman peut être une source d'inspiration pour celles et ceux qui rêvent d'un monde meilleur. Le livre comprend 260 pages et il est offert gratuitement à celles et ceux qui souhaitent le lire. Pour cela, il vous suffit de le demander sur le site internet que je gère, dont voici les coordonnées: Claude Delarose, en un seul mot, .e-mon site, en un seul mot, .com. Je pense que cet ouvrage vous permettra de comprendre que le futur est beaucoup plus réjouissant que les événements actuels nous le laissent penser. C'est un immense espoir pour celles et ceux qui rêvent d'un autre monde, un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Merci Claude de nous avoir démontré qu'un jour nous pourrons rejoindre des galaxies lointaines et que peut-être nos frères et sœurs de l'espace sont déjà parmi nous. Espérons qu'ils auront l'autorisation de nous contacter prochainement.